Donc on va commencer par Baudelaire, et je ne suis pas au fait de ce qu'il a fait dans sa vie, je sais juste qu'il a écrit Les Fleurs du Mal, qui est un banger absolu, alors que pourtant je suis pas super fan de poésie, voilà, il faut que je le dise. La poésie, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la littérature, moi je suis un grand fan de romans ou même de pièces de théâtre, la poésie ça arrive un peu en dessous. Donc je m'y connais moins bien, forcément, mais je suis sûr que Baudelaire est là pour nous carrer. Alors, en tout cas, disons qu'en style d'écriture, je suis pas inquiet pour lui, quoi. Je me dis, clairement, c'est pas le mec où on va être déçu par ce qu'il a écrit. Parce que qui ne... Bah, j'allais dire qui ne connaît pas l'Albatros, et bien sûr, c'est le premier poème sur lequel je tombe. On l'a tous étudié, et franchement, je crois que c'est un des premiers poèmes, quand j'étais au collège, où je me suis dit, putain, ça claque un peu. Mais après, Baudelaire, il avait un peu ce truc de... Il raconte des choses de manière horrible et je pense que ça parle aux collégiens. C'est-à-dire que on s'identifie un peu avec cette logique de ouais, le monde c'est de la merde et tout ça. Mais il le dit de manière plus jolie qu'un collégien, quoi. C'est-à-dire qu'il le dit différemment d'une chanson de Fauve. Et c'est pas mal. Alors, l'Albatros. L'Albatros. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à leur côté. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est beau, c'est bien écrit. Voilà. Après, bon, je dois dire que les poèmes des poètes qui sont un peu en mode « franchement, je suis trop frais », et respectez-moi parce que je suis trop frais et que vous ne pouvez pas voir à quel point je suis un génie, c'est pas les poèmes qui me parlent le plus. Mais le fait est que même si le fond, c'est pas ce qui me parle le plus, la forme est vraiment... Enfin, c'est exceptionnel, quoi. C'est... Déjà, le mot nuée, il est trop beau. En plus, enfin, ça rappelle le vol, tout ça. C'est... Non, mais... C'est vraiment bien écrit. Mais celui-là, on le connaît. Allons, testons-en un autre, le vampire. J'arrive pas à l'avoir en entier sur l'écran, c'est très frustrant. Voilà. Alors. Toi, qui comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif est entré. Toi, qui forte comme un troupeau de démons vains, folle et parée. De mon esprit humilié, faire de ton lit et ton domaine, infâme à qui je suis lié, comme le forçat à la chaîne. Comme au jeu le joueur têtu, comme à la bouteille l'ivrogne, comme aux vermines la charogne. Maudite, maudite sois-tu. J'ai prié le glaive rapide de conquérir ma liberté, et j'ai dit au poison perfide de secourir ma lâcheté. Hélas, le poison et le glaive m'ont pris en dédain et m'ont dit: tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclavage maudit. Imbécile de son empire, si nos efforts te délivraient, tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire. Ok, j'avoue que ça me parle déjà plus que l'Albatros. Déjà, j'aime bien quand c'est des vers très courts. Je trouve qu'en général, ça marche beaucoup mieux en poésie. Enfin, voilà, je m'y connais pas en poésie, c'est pour ça, je trouve que ça a un meilleur rythme. Et c'est juste... giga bien écrit, quoi. Bah, en termes de style d'écriture, c'est sûr que c'est pas là où Baudelaire il va pêcher. Mais bon, déjà le physique, on y reviendra plus tard, mais ça va peut-être pas être son point fort. Et surtout, je connais pas sa vie, mais un peu le problème de plus on se rapproche des auteurs contemporains, plus ils ont tendance à être raciste, antisémite, ce genre de choses. Du coup, je me méfie un peu. Alors, il est né à Paris, il est mort dans la même ville, ok, donc c'était un Parisien. Non. Baudelaire détache la poésie de la morale, la proclame tout entière destinée au beau et non à la vérité. Ça, on le remarque dans ses textes, effectivement.
et laisse le souvenir d'un poète déchiré entre le ciel et la terre, entre l'idéal et la fange. Ce qu'on disait tout à l'heure avec cette idée un peu edgy, quoi. Comme le suggère le titre de son recueil, il a tenté de tisser des liens entre le mal et la beauté, le bonheur fugitif et l'idéal inaccessible. Le mec était en mode... Il a appris la définition de oxymore et il s'est dit je vais en faire ma carrière. Et il avait raison, le boug. C'est aussi un grand critique d'art où il prendra la défense, où il tient des salons et il prendra la défense de Delacroix, un théoricien du dandisme et un défenseur de la musique de Wagner, et imprimera définitivement sa marque dans la poésie française. Ok, ça c'est rapidement. Pour l'instant, il a pas l'air d'être problématique, ce qui est déjà un bon début franchement. Mais on se méfie. Depuis qu'on a vu les dingueries à la Voltaire ou à la Beaumarchais, maintenant je suis toujours un peu méfiant de ce que je vois. Donc, 1821, dans l'ancien 11e arrondissement. Ok. Ses parents, enfin son père adoptif meurt quand il a 5 ans. C'est un homme lettré, pris des idéaux des Lumières et amateur de peinture, et peintre lui-même. Donc, globalement, il vient d'une famille bourgeoise. Il laisse à Charles un héritage dont il n'aura jamais le total usufruit. Ok. Donc 1 an après la mort de son père, sa mère se remarie. Bon, ça c'est quand il est gosse. Ça donne juste un peu une idée de où il a grandi. Et globalement, c'est un bourgeois. Donc après 1 an après la mort de son père, sa mère se remarie avec le chef de bataillon. C'est à l'adolescence que le futur poète s'opposera à ce bon père, interposé entre sa mère et lui. Ok, donc il fait un petit complexe de Deep. Lorsqu'il arrive à Lyon, Charles a 10 ans et demi. À l'égard de son beau-père, aucune hostilité n'est alors perceptible. Ah, il est habité à Lyon. Belle ville, Lyon. Non. Ok, en fait, il déteste son beau-père parce que son beau-père est un officier et lui c'est un poète, donc comment dire. Et ils sont pas trop sur la même longueur d'onde, ça paraît en effet un peu logique que l'ambiance est pas insane. Ok, donc il bouge à Lyon parce que son beau-père y est muté. Ensuite, il va comme pensionnaire à Louis le Grand. Ouf, petite famille quoi. Mais il doit redoubler sa 3e. Eh ben, on aime faire de la poésie mais on est nul à l'école. Comme quoi, si un jour vous avez une mauvaise note, dites-vous, Baudelaire a redoublé sa 3e. Il reçoit... Voilà. Putain, mais quand même, quand il est en 3e à Louis le Grand, il reçoit le premier accessible de vers latin en concours général. Ok. Dites-vous qu'il a redoublé sa 3e, mais qu'il reçoit le premier accessible de vers latin au concours général de Louis le Grand. Effectivement, c'est peut-être pas la même chose. Puis l'année suivante, le 2e prix encore une fois en vers latin et le 8e accessible de version latine. Enfin, il se chauffe en latin, quoi. Renvoyé du lycée Louis le Grand en avril 1830 pour ce qui a passé pour une vétille. Alors je ne sais pas ce que c'est une vétille. Vétille. Chose insignifiante qu'on ne mérite pas qu'on s'y arrête. Alors je pensais que ça voulait dire ça, mais je me dis pourquoi on ne nous dit pas ce que c'est. 12. Alors c'est quoi cette vétille? Monsieur, ce matin votre fils, sommé par le sous-directeur de remettre un billet qu'un de ses camarades venait de lui glisser, refusa de le donner, le mit en morceaux et l'avala. Okay. Mandez chez moi. Il me déclare qu'il aime mieux toute punition que de livrer le secret de son camarade, et pressé de s'expliquer dans l'intérêt même de cet ami. Il me répond par des ricanements dont je ne dois pas souffrir l'impertinence. Je vous renvoie donc ce jeune homme qui était doué de moyens assez remarquables, mais qui est tout gâché par un mauvais esprit, dont le bon ordre du collège a eu plus d'une fois à souffrir. Ok. Bon, jusqu'à présent, c'est un peu un goth. Hein. Enfin, il s'oppose à son beau-père qui est militaire. Il gère de fou son latin et il refuse de dénoncer son poteau de classe là. Franchement plutôt bonne vibe le boug. Hein. Donc mais que son condisciple au lycée Charles Cousin explique comme un épisode d'amitié particulière. Bah oui, tu m'étonnes que Charles Cousin il a dû se dire
Putain, le GOAT, il s'est fait renvoyer du lycée, enfin du collège, à cause de moi, c'est vraiment un bon pote. Baudelaire mène une vie en opposition aux valeurs bourgeoises incarnées par sa famille. Il passe son baccalauréat au lycée Saint-Louis en fin d'année et est reçu une extrémiste. Ok, donc... ah, c'était au lycée, pas au collège. Donc, il est pas non plus excellent, mais il est bon. C'est très étrange parce que... Après, c'était peut-être que les attentes de l'époque étaient différentes, mais ils ont l'air de dire que c'était un mec génial, enfin que c'était un très bon élève, mais il a quand même redoublé sa troisième, et ensuite il a failli rater son bac. Donc peut-être que les attentes étaient différentes. Ok, donc là il a... Je crois que le lycée à l'époque c'était peut-être jusqu'à 15-16 ans, je suis pas sûr que ça allait jusqu'à 18 quoi. Jugeant la vie de l'adolescence scandaleuse et désirante de la s'agir, son beau-père le fait embarquer pour Calcutta. À bord du bateau pour l'emmener là-bas, l'isolement du poète se fait presque complet. Les poèmes, la musique ou l'albatros permettent parmi de très nombreux poèmes consacrés à la mer de se représenter la longue traversée maritime. Ah ah. Donc en fait, l'albatros qu'on a lu tout à l'heure, c'est en partie autobiographique. En tout cas, c'était un moment où il était effectivement sur un bateau, c'était pas juste une vision de l'esprit. Alors, ensuite le bateau sur lequel il est s'arrête à l'île Maurice, qui est une colonie britannique. Baudelaire va voir des colons locaux, qu'apparemment il connaît. Ensuite, il arrive à La Réunion. Il écrit des lettres. Il écrit des lettres avec des poèmes. Putain, mais ça veut dire qu'il a commencé à écrire des poèmes en fait très très jeune et qu'il a continué pendant très longtemps. Bon, il finit par refuser le voyage jusqu'à Calcutta. Il repart sur un autre bateau et il rentre en métropole. Donc en fait, son beau-père lui a dit tu vas à Calcutta. Il a juste fait un petit voyage autour du monde et après il s'est dit franchement flemme et il est revenu. Très bien. Donc jusqu'à présent, on n'a pas trop d'idée de ses positions, à part le fait qu'il est contre la bourgeoisie de sa famille et que c'est un petit rebelle qui a un très bon sens de l'amitié. Pour l'instant, c'est un peu le goth. Alors, quand il rentre à Paris, il tombe amoureux de Jeanne Duval, une mulâtresse haïtienne. Donc mulâtresse, ça voulait dire que... Alors, de mémoire, ça veut dire que un de ses parents était esclave d'un parent noir d'ascendance africaine et d'un parent blanc d'ascendance européenne. Donc juste un des parents était noir, pas forcément esclave. Ok. Qui avait joué 2 ou 3 fois au théâtre du Panthéon. Ok, donc c'était une comédienne. Monsieur avec quelques goûts quand même. Qui avait joué 2-3 fois au théâtre des Panthéons, avec laquelle il connaît les charmes et les amertumes de la passion. Je suis sûr que c'est pour elle qu'il a écrit La Vampire. Cette liaison va durer près de 20 ans. Franchement, s'il a que cette liaison, ça serait incroyable pour un poète. Parce que de ce qu'on a vu des autres poètes, c'était un peu je vais bouffer à tous les râteliers quoi. Malgré les trahisons et les mensonges de cette femme qui pour certains ne fut jamais attachée au poète que par intérêt. Ouais, il n'y a pas de source, et que Baudelaire devait aimer jusqu'à sa fin lamentable au dépôt de mendicité de Saint-Denis. Ah, il est mort pauvre. Elle représente pour lui tout le côté satanique de l'amour. Satanique, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il veut dire par satanique? Préface des Fleurs du Mal de Rousseau. Ok, on n'a pas trop... On va aller à la préface des Fleurs du Mal pour en savoir plus. Une idylle au sujet de laquelle certains de ses contemporains comme Nadar se sont interrogés en s'appuyant sur les déclarations d'un amant de Jeanne Duval, en fait Nadar lui-même, et de prostituées connues qui témoignaient au contraire de la chasteté surprenante de Baudelaire. La chasteté surprenante de Baudelaire. Ok, donc Félix Tournachon dit Nadar, c'est apparemment un pote ou une connaissance de Baudelaire. Donc ça avait l'air d'être un amour un peu dans les idées quoi. Peut-être Charles Baudelaire asexuel. Hein. Il trouvait la beauté dans les poèmes et tout ça et il cherchait pas plus loin quoi. Il mène dès 1842 une vie dissolue.
C'est quand même un peu un banger de dire qu'une vie est dissolue. C'est genre, tu sens que le mal y vit, quoi. Il commence alors à composer plusieurs poèmes du Fleur du Mal. Critique d'art et journaliste, il défend Delacroix comme représentant du romantisme aux peintures, mais aussi Balzac, lorsque l'auteur de la Comédie humaine est attaqué et caricaturé pour sa passion des chiffres, ou sa perversité présumée. Ah, on n'avait pas lu ça pour Balzac. En 1843, il découvre les paradis artificiels dans le grenier de l'appartement familial de son ami, où il goûte à la confiture verte. Est-ce que c'est l'opium? Ah non, c'est le hashish. Donc il commence à fumer du cannabis. Mais ça veut dire que jusqu'à présent, il fumait pas et il était poète. Et ils disent pas non plus qu'il était alcoolique. Ce qui est un peu exceptionnel jusqu'à présent. Tous les poètes qu'on a vus, ils étaient bien portés soit sur la boisson, soit sur les trucs un peu hallucinogènes. Et lui, c'est arrivé que en 1843, alors qu'il est né en 1821. Donc 43, il avait 22 ans. Ok, c'est peut-être pas si tard dans sa vie, mais franchement, c'est pas si tôt non plus. Par rapport aux autres qu'on a vus, c'est ok quoi. Il a pas commencé dès l'adolescence. Cette expérience le fascine, mais engage chez lui une réflexion morale sur la création qui aboutit à une condamnation des drogues. Ah, et en plus il dit non. Alors qu'est-ce qu'il dit exactement? Or, je veux faire un livre, non pas de pure physiologie, mais surtout de morale. Je veux prouver que les chercheurs de paradis font leurs enfers, le préparent, le creusent, avec un succès dont la prévision les épouvanterait peut-être. Ok, donc il est en mode... C'est sympa, mais ça m'empêche d'être moral, et moi je veux faire de la poésie morale. Donc il va sûrement avoir un changement à un moment, puisqu'on a vu au début qu'il était pour une poésie pas morale et juste belle, quoi. Il renouvellera cette expérience occasionnellement sous contrôle médical. Donc il va fumer du cannabis genre avec son médecin en légende. Ils se font des petits aquariums quoi. En participant aux réunions du club de Hashishin. Attendez, le club des Hashishins. Des Hashishin est un groupement voué particulièrement à l'étude et à l'expérience de drogue. Putain mais... Fondé à Paris par le docteur Jacques-Joseph Moreau de Tours. C'est exceptionnel. C'est là qu'on se rend compte que le monde il était quand même un peu plus fun avant. En termes de ce que les gens faisaient. Là c'était quand même, il y avait un docteur, il était en mode écoutez les gars, si vous voulez, moi j'ai un petit club de drogue, genre on tente les drogues, et les gens ils étaient en mode let's go quoi. Les séances mensuelles ont lieu chez le peintre Joseph Ferdinand Boissard de Boisdenier à l'hôtel de Lausanne, ok. De nombreux scientifiques, hommes de l'air, théâtristes français de cette époque ont fait des passages dans le club des Hachichins lors de ces séances. C'est un peu la légende. Tu fais quoi samedi? Ah, je suis désolé, je suis pas dispo ce samedi parce que c'est mon samedi cannabis, coke et héroïne là. Peut-être le samedi suivant. Après, tu me diras, à l'époque c'était genre un petit club de médecins où on faisait genre des expériences sur ça. Mais aujourd'hui, est-ce que les hommes de l'Est, les artistes français et les... Bon, peut-être pas les scientifiques, ils ont pas un peu leur hachichin, genre leur coke... coquichin avant leurs émissions et tout ça? Je sais pas, hein. Je pose la question. Donc, contexte de la création du club. Plusieurs drogues comme le hashish et l'opium sont de plus en plus connues en Europe. Ok. La consommation de ces drogues devient particulièrement répandue dans les milieux scientifiques et littéraires à des fins scientifiques ou récréatives. C'est marrant, du coup c'était légal quand c'était les scientifiques et les bourgeois qui en utilisaient, et en fait dès que ça a été un peu les pauvres, on a décidé de trouver ça illégal quoi. Ok, bon, il fait partie du club du hashish, en résumé. Donc, est-ce qu'on est vraiment surpris à partir du moment où c'est un poète du 19e siècle? Franchement, il est dans la moyenne. En revanche, son usage de l'opium est plus long. Ah. Il fait d'abord dès 1847 un usage thérapeutique du laudanum, prescrit pour combattre des maux de tête et des douleurs intestinales consécutives à une syphilis, probablement contractée vers 1840 durant sa relation avec la prostituée Sarah Lalouchette. Exceptionnel comme nom, Sarah Lalouchette. Par contre, on nous disait qu'il avait une chasteté surprenante, et là, on apprend qu'il a chopé la syphilis en allant voir Sarah Lalouchette. Il y a quelque chose qui colle pas. Il était peut-être pas si chaste que ça.
Donc, comme de Kinsey avant lui, l'accoutumance... En plus, la syphilis, c'est vraiment une maladie de fou furieux, quoi. C'est une maladie qui te ronge les os et tout. Du coup, je comprends que quand t'as ça et qu'en plus ça soigne pas, tu tombes dans l'opium. Il y a circonstances atténuantes sur opium. Comme de Kinsey avant lui, l'accoutumance lui dicte d'augmenter progressivement les doses, mais elle reste modérée. Croyant ainsi y trouver un adjudant créatif, il en décrira les enchantements, les tortures et la stérilité. L'intelligence libre naguère devient esclave. Et la stérilité de l'écriture ou la stérilité au sens propre du terme? C'est pas très clair. En dandy, Baudelaire a des goûts de luxe. Ah, ça c'est souvent le cas des anciens bourgeois qui sont... Enfin, des bourgeois qui sont en mode je renie la bourgeoisie, mais bon, j'ai quand même un peu été habitué à des trucs assez sympas, quoi. Donc, ayant hérité de son père à sa majorité, il délapide la moitié de cet héritage en 18 mois. Ah oui, c'est-à-dire que là, c'est rapide. Ses dépenses d'apparat sont jugées outrancières par ses proches qui convoquent un conseil judiciaire. Ils ont fait une intervention, ceci est une intervention, mec, arrête de dépenser. Le 21 septembre 1844, maître, donc un notaire, est officiellement désigné comme conseil judiciaire qui lui alloue une pension mensuelle de 200 francs. C'est difficile de savoir c'est combien de 200 francs en époque d'aujourd'hui. En plus, on n'a que la source. Attends, on est en quelle année? On est en 1844. Francs, euros, 1844. De la valeur des choses en même temps. Ok, 1840... 1830, 1840. Un franc vaut environ 2,20 € en 2006. Ah, en 2006. Nous sommes en 2025. Combien vaut 1 euro entre 2025 et 2006? Bon, on va partir du principe que ça va pas trop changer. Donc, on est en 1830, j'ai dit? Non, 40. Donc, entre les deux, on va dire 2,40 € pour être dans la moyenne. Donc 2,40 €, il avait 400 francs, il avait 200 francs, donc il avait à peu près 500 € par mois. 200 fois 2,40, 480. Ouais, c'est pas énorme pour vivre. Après, quel était le coût de la vie? J'en sais rien. Je suppose que s'ils font ce truc comme ça, c'est une logique de genre à peu près. C'est genre, il avait le pouvoir d'achat de quelqu'un qui avait 480 € en 2006 en France. C'est pas insane. Donc, en outre, Baudelaire doit lui rendre compte de ses faits et gestes. Cette situation infantilisante inflige à Baudelaire une telle humiliation qu'il tente de se suicider d'un coup de couteau dans la poitrine le 30 juin 1845. Eh, est-ce que c'est pas une référence à ça, le fait que il parle du glaive là? Est-ce qu'il va essayer de s'empoisonner après? Est-ce que c'était pas juste du foreshadowing jusqu'à présent? Donc, d'un coup de couteau dans la poitrine, j'ai un peu envie de voir la source. Enfin, en fait, j'ai un peu envie de voir. Putain, mais il y a que des, c'est que des références à des textes qu'il faut aller voir, qu'il faut aller consulter. Du coup, c'est un peu chiant de pas voir la source directe. Genre, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment il a survécu, il s'est donné un coup de poignard dans la poitrine et après, genre, il était en mode, ouais, en vrai, ça va. Outre sa réputation de débauché, Baudelaire passait pour homosexuel auprès de certains de ses amis. C'est moi-même, écrit-il, qui ai répandu ce bruit et l'on m'a cru. Quoi? Le mec, il était en mode, ça, j'ai trop envie d'être woke. Ok. Et pourquoi? Quelle raison? Juste pour le kiff? D'accord. En 1848, il participe aux barricades de la Révolution de février. C'est vrai que quand t'es artiste slash poète de 1900 globalement, enfin de 1800, de 1789 on va dire pour prendre plus large, à 1945-60, t'as la chance de pouvoir participer à des mouvements historiques où t'es un peu un banger quoi, où t'es là quoi. Donc la Révolution de février instituant la liberté de la presse, Baudelaire fonde l'éphémère gazette Le Salut Public, d'obédience résolument républicaine, qui ne va pas au-delà du 2e numéro. Ah, 2C, c'est mieux que 0. Le 15 juillet paraît dans La Liberté de penser un texte d'Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire, révélation magnétique. Alors, Edgar Allan Poe, c'est un autre problème,
Mais on va partir du principe qu'on ne peut pas, du moins pour l'instant, dire qu'il partageait ses idées, qui sont pour le moins problématiques. À partir de cette période, Baudelaire ne cessera de réclamer son admiration pour l'écrivain américain Hay, dont il devient le traducteur attitré. La connaissance des œuvres de Poe et de Joseph Maistre atténue définitivement sa fièvre révolutionnaire. Elle n'a pas duré très longtemps sa fièvre révolutionnaire. Plus tard, il partagera la haine de Gustave Flaubert et Victor Hugo pour Napoléon III, c'est bien, mais sans s'engager outre mesure d'un point de vue littéraire. L'émeute tempêtant vainement à ma vitre ne fera pas lever mon front de mon pupitre. Et bien, c'est dommage parce que tu partais bien et là tu pars un peu en mode flemme, alors que tu aurais pu faire partie de l'histoire. Enfin, tu fais partie de l'histoire d'une autre manière, mais il y avait moi quoi. Baudelaire se voit reprocher son style d'écriture et le choix de ses sujets. Il n'est compris que par certains de ses pairs tels Armand Bachet, inconnu, Édouard Terry, inconnu, Champfleury, inconnu, Jules Barbet d'Aurevilly, inconnu, Frédéric Dulamont, inconnu, ou André Thomas. Ce qui me rassure un peu, c'est que le fait que j'en connais aucun, mais que la moitié n'a même pas de page Wikipédia, donc je me dis ça va. Cet engouement confidentiel contraste avec l'accueil hostile que lui réserve la presse. Dès l'apparition des Fleurs du Mal en 1857, Gustave Bourdin réagit avec virulence dans les colonnes du Figaro. Il y a des moments où l'on doute de l'état mental de Monsieur Baudelaire, il y en a où l'on n'en doute plus. C'est la plupart du temps la répétition monotone et préméditée des mêmes choses, des mêmes possiers. L'odieux y côtoie l'ignoble, repoussant s'y aller à l'infect. Cette appréciation négative deviendra le jugement dominant de l'époque. Je serais curieux de savoir, par curiosité bien sûr, si genre le Figaro aujourd'hui, c'est pas des grands défenseurs de Baudelaire et de sa poésie et genre ils vont pas être en mode genre quel banger c'est, parce qu'en fait le Figaro c'est toujours un peu ça. C'est quand tu regardes, ils sont toujours foncièrement contre les nouveaux, mais ensuite quand les nouveaux ça devient ancien, ils sont en mode ouais maintenant c'est notre poteau quoi. Le revoilà donc, nanana, ok, donc il faut un truc. Bon, c'est une pub pour le. Étonnamment, j'ai pas d'abonnement au Figaro. Mais je me dis, à partir du moment où ils ont fait un hors-série sur lui, Baudelaire, un adversaire résolu du progrès, Baudelaire entre volonté du mal et désir de Dieu, Baudelaire le plus grand critique d'art de France, Baudelaire le spleen et la modernité. L'étoile de Rimbaud. J'ai l'impression qu'ils se sont réconciliés quoi. C'est de toute façon c'est un peu la DA du Figaro. Ils aiment pas les artistes et puis après quand les artistes meurent, là ils sont en mode putain quel banger. C'est-à-dire que je suis sûr que Molière sortirait un truc aujourd'hui, ça serait un truc, il serait en mode putain mais Molière il fait n'importe quoi, c'est pas ça du théâtre. Et dans 100 ans il serait en mode mais pourquoi on fait pas des gens comme Molière. Donc Baudelaire, le paradis artificiel, Baudelaire contre le hashish. C'est tellement un cliché de Figaro. Ouais, donc le Figaro était en mode c'est de la merde, et c'était un peu l'idée de l'époque. Dommage. Mais en même temps, je pense que si le Figaro dit que tu fais mal un truc, c'est globalement continue mec, c'est que c'est un banger. Moins de 2 mois après leur parution, les Fleurs du Mal sont poursuivies en justice pour offense à la morale religieuse et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Seul ce dernier chef d'inculpation sera retenu. Ah oui, carrément. Baudelaire est condamné à une forte amende de 300 francs, réduite à 50 francs par suite d'une intervention de l'impératrice Eugénie. Oh. Mais 300 francs, c'était une fois et demie ce qu'il recevait par mois, donc c'était un peu la merde. 50 francs, c'est quand même un quart. L'éditeur Auguste Poulet-Malassis, c'est quoi ce poulet, s'acquitte pour sa part d'une amende de 100 francs et doit retrancher 6 poèmes dont le procureur général demande l'interdiction. Les bijoux, la laitée, à celle qui est trop gaie, Lesbos, femme damnée, les métamorphoses du vampire. Et bah écoutez, on va aller lire Lesbos de Baudelaire pour voir qu'est-ce qui était si honteux à cette époque, qu'est-ce qui était à ce point dramatique.
Mère des jeux latins et des voluptueux grecs, Lesbos où les baisers languissants ou joyeux, chauds comme les soleils, frais comme les pastèques, font l'ornement des nuits et des jours glorieux. Mère des jeux latins et des voluptueux grecs, Lesbos où les baisers sont comme les cascades qui se jettent sans peur dans les gouffres sans fond et courent sanglotant et gloussant par saccades. Orageux et secrets, fourmillant et profonds, Lesbos où les baisers sont comme les cascades, Lesbos où les frinés l'une l'autre s'attirent, où jamais un soupir ne resta sans écho. À l'égal de Paphos, les étoiles t'admirent, et Vénus à bon droit peut jalouser Sappho. Lesbos où les frinés l'une l'autre s'attirent. Lesbos, terre de nuit chaude et langoureuse, qui font comme leur miroir stérile volupté, les filles aux yeux creux de leur corps amoureuse caressent les fruits mûrs de leur nubilité. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère, tu tires ton pardon de l'excès des baisers, reine du doux empire, aimable et noble terre, et des raffinements toujours inépuisés, laisse du vieux Platon se fronter l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr, infligé sans relâche aux cœurs ambitieux, qu'attire loin de nous le radieux sourire, entrevu vaguement au bord des autres cieux. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr. Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge, et condamner ton front pâli dans les travaux, si ces balances d'or n'ont pesé le déluge, de larmes qu'à la mer ont versé tes ruisseaux? Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge? Que nous veulent les lois au juste et de l'injustice? Vierge au cœur sublime, honneur de l'archipel, votre légion comme une autre est auguste, et l'amour se rira de l'enfer et du ciel. Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste? Je pense que c'est ce paragraphe, cette strophe qui a posé problème, à mon avis. Parce que c'est un peu cette logique de... Je crois que c'était pour... outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, offense à la morale religieuse. Après, offense à la morale religieuse, du coup, n'a pas été retenue, mais c'est totalement la vibe de ce qui a pu être problématique. Car Lesbos entre nous m'a choisi sur la terre pour chanter le secret de ces vierges en fleurs, et je fus dès l'enfance admis au noir mystère des rires effrénés mêlés aux sombres pleurs. Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre, et depuis lors je veille au sommet de l'Euscate, comme une sentinelle à l'œil perçant et sûr, qui guette nuit et jour briques, tartanes ou frégates dont les formes au loin frissonnent dans l'azur. Et depuis lors je veille au sommet de l'Euscate. Putain, il est très long ce poème. Il est très long, mais franchement... Oh, de la mâle Sappho, l'amante et le poète, plus belle que Vénus par ses mornes pâleurs. L'œil azur est vaincu par l'œil noir que t'achète, le cercle ténébreux tracé par les douleurs. Oui, donc en gros, c'est juste que ça parlait de plaisir différent de celui de la chrétienté, et qu'il y avait un peu un sous-entendu lesbien avec le mâle Sappho, l'amante et le poète. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, obligé de retrancher 6 poèmes. Le 30 août, Victor Hugo... C'est vrai que c'est toujours étrange de croiser, enfin de se rendre compte qu'ils ont vécu au même moment, tous ces gens qu'on étudie. Victor Hugo, à qui Baudelaire a fait parvenir son recueil, leur envoie de son exil à Guernesey une lettre d'encouragement. Vos fleurs du mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Je crie bravo de toutes mes forces à vos vigoureux esprits. Permettez-moi de finir ces quelques lignes par une félicitation, une des rares décorations que le régime actuel peut accorder. Vous venez de la recevoir. Ce qu'il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu'il appelle sa morale. C'est là une couronne de plus. Hugo, il était en mode, mec, si tu te fais censurer, c'est que tu fais les choses bien. Et il avait raison. Malgré la relative clémence des jurés, eu égard au réquisitoire plus sévère qui vise 11 poèmes, ce jugement touche profondément Baudelaire. Contraint et forcé, il fera publier une nouvelle édition en 1861, enrichie de 32 poèmes. Mais est-ce que du coup, avec les 6 poèmes retirés? Ouais, je suppose. En 1862, Baudelaire est candidat au fauteuil d'Eugène Scribe à l'Académie française. Ah, c'est un mec, je pensais que c'était genre le nom d'un fauteuil. Il est parrainé par Sainte-Beuve et Vigny, mais il n'obtient aucune voix et se désiste. Ah, c'est petit coup dur. Par la suite, il renoncera à se présenter. En 1866, il réussira à faire publier... Ah, je pensais qu'il allait réussir à se faire élu. Mais comme quoi, l'Académie française. L'Académie française qui aujourd'hui serait en mode Baudelaire incroyable et tout ça. À l'époque, c'est pas une voix, c'est pas 2 voix, c'est 0 voix. C'est vraiment... c'est... Tout ce qu'ils défendent, ils l'auraient jamais défendu de manière contemporaine, quoi. Alors, en 64,
très endetté, il part pour la Belgique. Ça, c'est un peu un point commun de tous les auteurs, en fait. On pourrait se dire, ils étaient connus, eux, ils pouvaient en vivre, et non. Il part pour la Belgique afin d'y entreprendre une tournée de conférences. Cependant, ses talents de critique d'art éclairé rencontrent peu de succès. Le coup dur. Il se fixe à Bruxelles où il rend plusieurs visites à Victor Hugo, exilé politique volontaire. Il prépare un pamphlet contre son éphémère pays d'accueil qui représente à ses yeux une caricature de la France bourgeoise. Attends, genre, là il est en Belgique, il s'est exilé et il veut préparer un pamphlet pour gueuler sur la Belgique qu'il a accueillie. Je pense que c'est pas un bon move. Le féroce pauvre Belgique restera inachevé, souhaitant la mort d'un royaume qu'il juge artificiel et leur résume l'épitaphe en un mot, enfin. Ah ouais, il était salé, tout ça parce qu'il voulait pas de ses conférences, quoi. Alors, il rencontre en Belgique Félicien Robes qui illustre les fleurs du mal. Ah, donc les illustrations qu'on a du fleur du mal, c'est grâce à la Belgique, comme quoi. Lors d'une visite à l'église de Saint-Loup de Namur, aucune idée, en 1866, Baudelaire perd connaissance. Cet effondrement est suivi de troubles cérébraux, en particulier d'aphasie. La mère de Baudelaire mourra également aphasique. Le demi-frère du poète est atteint d'hémiplégie. Ok, donc ça traîne dans la famille. L'hémiplégie dont il souffre est consécutive à son malaise, l'empêche d'écrire correctement. La dernière lettre écrite de sa propre main est adressée à sa mère. Les lettres suivantes ne seront que dictées par le poète. Alors attends, en 66... Waouh, mais attends. On est à ça de sa biographie. Ok, non mais après c'est juste des listes, j'ai eu trop peur. 66, il est né en 21, 66 moins 20, 41, donc il a... non, 66 moins 20, 46, il a 45 ans. Attends, je fais de la merde, il est mort à quel âge? Il est mort à 46 ans en 67. Donc en 66, il a 45 ans. C'était plutôt bon. Et il est soon dead apparemment, je viens de nous spoil. En 66, on le ramène au Paris, il est aussitôt admis dans la maison de santé du docteur Guillaume-Émile Duval, aliéniste réputé. La psychiatrie, ok, aliéniste c'est psychiatre quoi. Rongé par la syphilis, affecté désormais par une forme sévère d'aphasie globale, privé de l'usage de la parole, devenu incapable de lire ou d'écrire, Baudelaire ne dépense plus que d'un langage résiduel limité à l'expression crénon. Contraction de sacré nom de Dieu. Donc en fait il dit crénon. Il ne pouvait articuler qu'un mot, comme un enfant, mais ce mot il le gémissait, le ricanait, et avec des hoquets de colère ou de joie, il traduisait ses impressions suprêmes. On lui montrait une fleur et lui férisait avec son sourire de fou. Crénon, crénon, roucolait-il en balançant la tête, et comme ému par le parfum et par l'éclat, crénon c'était tantôt un salut et tantôt un juron, suivant qu'on lui montrait une chose ou un nom qu'il avait aimé ou haï. Crénon c'était peut-être aussi le grognement idiot du désespoir. Ouais, il était sur la fin et il meurt en 1967, le 31 août. Et ok. Il est inhumé le jour même au cimetière de Montparnasse. C'est fait vite. Dans la tombe où repose son beau-père détesté et où sa mère le rejoint 4 ans plus tard. Ah, il est mort avant sa mère. C'est rare. Son faire-part de décès indique de la part de Madame Opier, qui est sa mère, Madame Perret, sa grande-tante de ses enfants. Ok. Il n'a pas pu réaliser son souhait d'une édition définitive des Fleurs du Mal, travail de toute une vie. Le spleen de Paris, autrement appelé Petit poème en prose, est édité à titre posthume en 1869 dans une nouvelle édition. À sa mort, son héritage littéraire est mis aux enchères. L'éditeur Michel Lévy l'acquiert pour 1750 francs, ce qui est genre presque 4000 euros, à peu près 4000 euros. Une troisième édition des Fleurs du Mal, accompagnée des 11 pièces intercalaires, a disparu avec lui. Ah! Donc ça veut dire on sait qu'on a 11 poèmes de Baudelaire qui nous manquent? Putain, c'est fou. On révise sa condamnation de 1857 en 1929. Ah oui, c'est bien. Hein. Mais ça marche pas. Et finalement en 46... Ok, donc en gros en 46 on décide que c'est ok et finalement il a le droit de publier ses poèmes. Ok. Bah en fait il est plutôt ok tiers. Hein. Il est plutôt... Ah, idée politique. Fortement applaudie, nanana.
il adopte la lecture analogique de l'histoire comme signe d'une écriture providentielle, adepte d'un catholicisme aristocratique et mystique, dandé de surcroît, Baudelaire rejette les Lumières. Ah, la révolution, la démocratie et la tyrannie de l'opinion publique. Selon lui, il n'y a de gouvernement raisonnable à assurer que l'aristocratique, car monarchie ou république basée sur la démocratie sont également absurdes et faibles. Mais ça, c'est son avis en 1851, et il est mort en 67. Il a encore le time d'avoir un arc de rédemption. Mais cela dit, c'est vrai qu'il avait participé à la révolution de 48 et là on est après, donc j'ai l'impression qu'il a un arc de dérédemption. Il évoque l'ivresse que lui a fait éprouver la révolution de 48, mais précise de quelle nature était cette ivresse: goût de la vengeance, plaisir naturel de la démolition, goût de la destruction. Le coup d'état mené par Louis-Napoléon ne lui laisse plus aucune illusion. Le 2 décembre m'a physiquement dépolitisé je suppose, écrit-il à Narcisse Ancel le 5 mars. Il écrit: politique, je n'ai pas de conviction, comme l'entendent les gens de mon sexe, parce que je n'ai pas d'ambition. Ok. Pessimiste, il dénonce l'absurdité de l'idée de progrès et l'hérésie moderne de la suppression du péché originel. L'homme éternel n'est que l'animal de proie le plus parfait. De là procèdent les violences polémiques de ces textes, notamment les derniers, le sentiment de l'inéluctable décadence, la conviction de la victoire du satanisme, ainsi que l'affirmation comme il n'existe que 3 êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète, savoir, tuer et créer. Ok. Et il ajoute: les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions. Ouais. Effectivement, c'est pas une... C'était pas le mec le plus engagé politiquement pour une justice sociale ou une équité ou quoi que ce soit. En plus, genre vraiment la phrase le prêtre, le guerrier et le poète, c'est genre il a ajouté le poète parce qu'il était poète, quoi. C'est aucune logique. Dans Pauvre Belgique, il rapporte: on me dit qu'à Paris 30 000 personnes pétitionnent pour l'abolition de la peine de mort, 30 000 personnes qui la méritent. Waouh. Bon, c'est... Pourtant, Victor Hugo, il était en mode ouais, c'est pas mal ton taf et tout. C'est un peu... Baudelaire, qu'est-ce que tu nous fais? Dans Mon cœur mis à nu, il explique que la peine de mort a pour but de sauver spirituellement la société et le coupable, et précise: pour que le sacrifice soit parfait, il faut qu'il y ait assentiment et joie de la part de la victime. Donner du chloroforme à un condamné à mort serait une impiété, car ce serait lui enlever la conscience de sa grandeur comme victime et lui supprimer les chances de gagner le paradis. Mais Baudelaire, t'as pété un câble. Hein. Entre Bainville et Baudelaire, Maurras saluait en Baudelaire l'admirateur du maître qui, dans la faible mesure de l'attention donnée à la vie civique, avait pris parti contre tout ce qui ressemblait à la voix du peuple et au suffrage universel. Chrétien bizarre, tourmenté, dissident, il n'en professait pas moins les dogmes les plus opposés à ceux du vicaire savoyard, tels que la bonté naturelle de l'homme ou l'unité publique d'une volonté générale. Putain, et... Heureusement qu'il a du style parce qu'il va pas être attrapé par son physique. Hein. Et tes idées, c'est pas non plus de fou. Alors, Victor Hugo lui écrit: vous dotez la ciel de l'art dont on ne sait quel rayon macabre, vous créez un frisson nouveau. Après, Victor Hugo lui écrit qu'il ne partage pas sa vision de l'art pour l'art, il lui préférant l'art pour le progrès, mais reconnaît qu'il donne à sa poésie une force neuve. Ouais, c'est ça, il séparait l'homme de l'artiste, et l'artiste était plus ok que l'homme, on va dire. Ouais, donc globalement, les gens ils disent qu'il a un style de fou. Ah, le Figaro, toujours dans les bons coups. Qui s'étonne que Baudelaire ait réussi à se faire passer dans le monde des lettres pour un poète de génie quand on voit comment à la publication de ses poèmes, sa réputation et son talent se brisèrent en 1000 pièces. Je défie bien la postérité d'en retrouver un morceau. Comment pourrait-il en être autrement devant l'inspiration purellement prétentieuse, l'entassement d'allégories ambitieuses pour dissimuler l'absence d'idées, et la langue ignorante, glaciale, sans couleur, et le goût affiché pour l'immonde et le scabreux? Non, décidément, Baudelaire ne sera plus cité désormais que parmi les fruits secs de la poésie contemporaine. Ouais, c'est à peu près ce qui s'est passé, effectivement. C'est à peu près ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs aujourd'hui Baudelaire qui on ne connaît pas. Personne connaît Baudelaire. C'est inconnu au bataillon. Allez,
Bon bah... Ok, ok Charles. C'est... Bien joué. Bien joué mais pas ouf. En termes de vie, en termes d'idées. On va partir... C'est un peu terrible parce que je sais déjà ce que je vais trouver en physique en fait. Et... Alors, Baudelaire. Bah ouais. Ah, sur celle-là, ça va un peu. Mais c'est-à-dire que là, vraiment, on sent que le man... il était pas... Pas ouf. Ok. Alors, bon, déjà, top, c'est non. C'est bien, c'est non. C'est pas mal, bof. Je pense qu'il est minimum dans moi, vu tous ses avis, toutes ses takes désastreuses, en fait. Est-ce qu'il va dans surcoté? Bah en vrai, si on se passe sur physique plus idée, c'est-à-dire qu'il a un style, c'est là, quoi. Mais bon. Moi, je le mettrais entre Balzac et Verne. Allez. Entre Balzac et Verne. Désolé, il fallait être plus woke que ça. Voilà. Putain, ça nous a pris quasiment 1 heure pour Baudelaire. Bah en même temps, vie de fou furieux quoi. Et poème de fou furieux. Mais surcoté. Comme beaucoup de ses contemporains. Allez, on part sur Proust, ça va être rapide. Enfin, ironiquement bien sûr. J'espère que c'est Proust. C'est un des rares où je me dis, je vois à peu près à quoi il ressemble, donc j'aimerais bien que ça soit lui, quoi. Mais on n'est pas à l'abri de... Je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Proust, c'est lui. Let's go. Alors, qu'est-ce que... D'abord, style d'écriture de Proust. Alors, il va falloir qu'on trouve un extrait de Proust. Après, comme je disais tout à l'heure, moi je suis plutôt fan de romans. J'ai pas lu l'entièreté de À la recherche du temps perdu parce que j'avais pas le time, tout simplement. Et si, en vrai, j'aurais pu trouver le temps et passer une année à le lire en entier. Mais surtout, je trouve que Proust, ça se lit bien... Ironiquement, je trouve que Proust, ça se lit bien comme un poème, en fait. Enfin, comme des poèmes, à savoir de temps en temps, lire un petit chapitre de Proust, si tu dis, ah ouais... genre, tu sens que la personne, elle maîtrise son sujet, qu'elle sait écrire et tout ça, quoi. Mais du coup, je n'ai jamais... Je crois que j'ai lu le premier tome du côté de chez Swann, mais du côté de chez Swann, je crois que c'est la première partie du premier tome, truc comme ça. De toute façon, on verra pas mal d'informations sur À la recherche du temps perdu. Mais c'était agréable à lire. C'est juste que au bout d'un moment, c'est un peu le genre de bouquin que tu lis avec un dictionnaire à côté et au bout d'un moment ça peut être un peu étouffant, surtout quand c'est long, ce qui est souvent le cas de Proust. Alors, on va prendre un truc au hasard, genre... le 42, parce que c'est un chiffre qui me parle. Attends, on n'a pas la source, on sait pas d'où ça vient. Ça vient de Guermantes, c'est le tome Guermantes et c'est le narrateur qui le dit. Ok. Donc on est dans La recherche du temps perdu. Après, je crois qu'il a quasiment rien écrit à part La recherche du temps perdu. Mais quand t'as écrit À la recherche du temps perdu, disons que même si tu n'as écrit que ça, c'est le que a une valeur un peu étrange. Si la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique pour chacun, parce que quand nous disons un mauvais temps, une guerre, une station de voiture, un restaurant éclairé, un jardin en fleurs, tout le monde sait ce que nous voulons dire.
Si la réalité était cela, sans doute une sorte de film cinématographique de ces choses suffirait, et le style, la littérature qui s'écarterait de leurs simples données serait un hors-d'œuvre artificiel. Mais était-ce bien cela la réalité ? Si j'essayais de me rendre compte de ce qui se passe, en effet, au moment où une chose nous fait une certaine impression, soit comme ce jour où, en passant sur le pont de la Vivonne, l'ombre d'un nuage sur l'eau m'avait fait m'écrier « Zut alors !» en sautant de joie, soit qu'écoutant une phrase de Bergotte, tout ce que j'eusse vu de mon impression, c'est ceci qui ne lui convient pas spécialement, c'est admirable, soit qu'irrité d'un mauvais procédé, Bloch prononça ces mots qui ne convenaient pas du tout à une aventure si vulgaire. Qu'on agisse ainsi, je trouve cela tout de même fantastique. Soit qu'en flatté d'être bien reçu chez les Guermantes, et d'ailleurs un peu grisé par leur vin, je ne pouvais m'empêcher de dire à mi-voix, seul en les quittant, ce sont tout de même des êtres exquis, avec qui il serait doux de passer la vie. Je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. C'est-à-dire que la deuxième phrase, elle commence ici et elle se termine là. Et elle est lisible parce que monsieur maîtrise à la perfection les virgules, les deux points et globalement la ponctuation en plus de la grammaire française. Et c'est pas donné à tout le monde parce que voilà, si vous prenez un livre aujourd'hui, si vous prenez le Goncourt, non, je vais pas être méchant énormément, mais si vous prenez un livre d'aujourd'hui avec des phrases très longues comme ça, souvent il y a un peu de la triche avec des M-dash, que je sais pas trop comment ça s'appelle, des tirets longs, des trucs comme ça, et c'est souvent moins digeste parce que c'est moins bien maîtrisé. Et pour moi, et je pense pour beaucoup de gens qui lisent, hein, c'est sûr qu'on aurait du mal à trouver quelqu'un qui maîtrise mieux la grammaire et la langue française que Proust. Après, ce qu'il en fait, voilà, c'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde, et c'est quand même des choses très lentes. En fait, c'est limite de la poésie, dans le sens où c'est très très bien écrit, mais beaucoup de fois la forme l'emporte sur le fond, on dirait. Mais c'est pas non plus exact. Parce qu'il y a des fois où vraiment on comprend pas ce qu'on lit et on est en mode je viens de lire une phrase trop jolie mais je ne la comprends pas. Et là on comprend et on sait où il va et il raconte vraiment une histoire du début à la fin. C'est-à-dire qu'à la recherche du temps perdu, il y a des personnages, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se raconte, c'est pas du grand vide quoi. Donc j'avoue qu'en termes de style d'écriture, c'est pas le point faible de Proust. Maintenant, qu'est-ce qu'il a à nous offrir pour le reste Proust ? Alors, Marcel Proust, 71. Il est né après la mort de Baudelaire. Donc, on n'aura pas le droit à des échanges entre eux. Donc, il est né à Paris et il est mort dans la même ville. C'est marrant parce que jusqu'à présent, enfin, peut-être que c'est un biais cognitif que j'ai, mais j'avais l'impression que les auteurs qu'on étudiait jusqu'à peu près au 19e, ils venaient pas forcément de Paris, même s'ils y allaient à un moment pour se lancer en carrière. Et là, ça fait un moment qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont nés à Paris, qui sont morts à Paris. Genre, il n'y a pas d'autre manière de faire, quoi. Alors, issu d'une famille aisée et cultivée, donc oui, bourgeois. Et c'est pareil, j'ai l'impression aussi qu'on a plus de bourgeois. Mais c'est peut-être juste qu'on a eu un peu... qu'on a eu pas mal d'aristocrates et que là, c'est le changement finalement post-révolutionnaire, quoi. Issu d'une famille aisée et cultivée d'origine juive par sa mère, catholique par son père, professeur de médecine à Paris, ah oui, effectivement, aisé et cultivé. C'est un enfant de santé fragile et il a toute sa vie de graves difficultés respiratoires causées par l'asthme. Très jeune, il fréquente des salons aristocratiques où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation de dilettante mondain. J'aime trop les réputations qu'ils ont, quoi. Dilettante mondain. Profitant de sa fortune, il n'a pas d'emploi et entreprend en 1895 un roman qui reste à l'état de fragment, publié posthumément sous le titre Jean Santeuil. Ok. Donc il a fait autre chose que à la recherche du temps perdu. Mais il l'a pas fini. En 1900, il abandonne son projet de voyage à Venise. Il abandonne son projet et voyage à Venise. Attends, mais il l'a commencé en 95, donc il a mis 5 ans et il l'a abandonné. Bon, il entreprend sa voie.
il entreprend un voyage à Venise et Padoue pour découvrir les œuvres d'art en suivant les pas de John Ruskin, sur qui il publie des articles et dont il traduit 2 livres. Et donc c'est un écrivain et poète britannique dont je n'ai jamais entendu parler. La Bible d'Amiens et le Célibat d'Éline sont 2 livres qu'il traduit, ok. En 1907, il commence l'écriture de son grand œuvre À la recherche de temps perdu, dont les 7 tomes sont publiés entre 1913, du côté de chez Swann, donc c'est le premier tome, et 1927, c'est-à-dire en partie après sa mort, car il est mort en 22. Le 2e volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, obtient le prix Goncourt en 1919. Marcel Proust meurt épuisé en 1922 d'une bronchite mal soignée. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, ok. L'œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire affective, comme sur les fonctions de l'art qui doit proposer ses propres mondes. Mais c'est aussi une réflexion sur l'amour et la jalousie avec un sentiment de l'échec et du vide de l'existence qui colore en gris la vision proustienne où l'homosexualité tient une place importante. C'est vrai que il était, comme on disait à l'époque, inverti. Alors qu'en fait, si on reprend la définition de inverti, ça serait plutôt trans aujourd'hui. Mais du coup, la recherche constitue également une vaste comédie humaine de plus de 200 personnages. Proust recrée des lieux révélateurs, qu'il s'agisse des lieux de l'enfance dans la maison de tante Léonie à Cambrai ou de salons parisiens qui opposent les milieux aristocratiques et bourgeois. Ces mondes étant évoqués d'une plume parfois acide par un narrateur à la fois captivé et ironique, ce théâtre social est animé par des personnages très divers dont Proust ne dissimule pas les traits comiques. Ces figures sont souvent inspirées par des personnes réelles, ce qui fait d'À la recherche du temps perdu en partie un roman à clé et le tableau d'une époque. Alors roman à clé dans ma mémoire, c'est un roman où il faut avoir un peu du contexte pour mieux comprendre ce qui se passe. Le roman à clé ou roman à clé est un sous-genre romanesque dans lequel certains des personnages, voire tous les personnages, dépeignent de façon plus ou moins explicite des personnes réelles, sous le couvert de la fiction. L'auteur écrit en réalité une histoire vraie, souvent pour éviter la diffamation, tout en faisant une satire. La clé de l'histoire qui fait comprendre au lecteur qu'il s'agit d'une histoire vraie est habituellement une personnalité publique reconnue, souvent un homme politique ou une personne ayant une influence majeure dans un groupe. Ok, j'aurais pas dit ça, donc bon à savoir. La marque de Proust est aussi dans son style aux phrases souvent très longues, qui suivent la spirale de la création en train de se faire, cherchant à atteindre une totalité de la réalité qui échappe toujours. Effectivement. Alors, il naît à Paris, à Auteuil dans le 6e arrondissement. Peut-on faire plus bourgeois que ça ? Cette maison fut vendue lors du percement de l'avenue Mozart. Ok, alors sa mère, appartient à une famille de la grande bourgeoisie suisse dont certains membres jouent un rôle important dans l'histoire du judaïsme français. Donc il a des auteurs célèbres du côté de sa mère, notamment alias Ben Levi, un écrivain célèbre dans la communauté juive, et Adolphe Crémieux, président de l'Alliance universelle, israélite universelle. Alors, Adolphe Crémieux, il est né en combien ? Ah oui, en 796. Et j'allais dire, je pense que Adolphe n'est plus un prénom beaucoup donné dans la communauté juive depuis, disons, les années 1930. Ok. Son père, il est médecin, prof, ok. Sa vie durant, Marcel a attribué sa santé fragile aux privations subies par sa mère au cours de sa grossesse pendant le siège de 1870, puis pendant la Commune de Paris. Je sens que Marcel Proust va dire que... va accuser la gauche de beaucoup de choses. Et en plus, petit spoiler, mais j'ai vu du coin de l'œil qu'il était rédacteur chez Le Figaro, donc comment dire que j'ai pas l'impression que ses idées... Voilà. C'est pour se protéger des troubles entraînés par la commune et sa répression que ses parents ont cherché refuge à Auteuil. L'accouchement est difficile, mais les soins paternels sauvent le nouveau-né. La santé de Proust est fragile, le printemps devient pour lui la plus pénible des saisons, les pollen libérés par les fleurs dans les premiers beaux jours provoquent chez lui de violentes crises d'asthme. À 9 ans, alors qu'il entre d'une promenade du bois de Boulogne avec ses parents, il étouffe. Sa respiration ne revient pas, son père le voit mourir, un ultime sursaut le sauve. Voilà maintenant la menace qui plane sur l'enfant et sur l'homme plus tard. La mort peut le saisir dès le retour du printemps, à la fin d'une promenade, n'importe quand, si une crise d'asthme est trop forte. C'est pas ouf en termes d'ambiance. Bien que réunissant les conditions pour faire partie de 2 religions, fils d'un père catholique et d'une mère juive qui refusa de se convertir au christianisme par égard pour ses parents,
Lui-même baptisé à l'église, Marcel Proust a revendiqué son droit de ne pas se définir par rapport à une religion. En tout cas, pas la religion juive. Mais il écrit être catholique. Donc il est en mode, non mais moi j'ai pas de religion, je suis pas juif ni catholique. Enfin, je suis pas juif et je suis catholique, mais j'ai pas de religion. Et ses funérailles eurent bien lieu à l'église. Néanmoins, dans sa correspondance, on peut dire qu'il n'était pas croyant. Ok. Peut-être que finalement, il était plus de gauche qu'on pensait. Dreyfusard convaincu, et il fut sensible à l'antisémitisme prégnante de son époque et subit lui-même les assauts antisémites de certaines plumes célèbres. C'est vrai que comme il était juif et qu'il a dû être victime d'antisémitisme, peut-être que ça l'a un peu gauchisé. Ah, il avait un frère, je savais même pas qu'il avait un frère. Robert. Non. Marcel Proust étudie au lycée Condorcet. Putain, mais c'est fou tous ces gens qui... Enfin, tous ces auteurs à l'époque, c'était vraiment... Ils allaient tous dans les mêmes lycées, quoi. Il redouble sa classe de 5e. Putain, mais... Il nous fait la même chose que Baudelaire. Genre, je redouble ma classe de 5e et je suis inscrit au tableau d'honneur en 1984. Genre... C'est quoi? C'est vraiment... je sais pas comment marchait l'école à l'époque, mais le fait de souvent redoubler pour ensuite gagner des concours l'année suivante, c'est un truc hyper courant. Il est souvent absent à cause de sa santé fragile, mais il connaît déjà Victor Hugo et Musset par cœur. Il se lie d'une amitié exaltée à l'adolescence avec Jacques Bizet, et il est aussi ami avec Gay, avec Jacques Vénère. Que des gens qui ont des pages Wikipédia. Il traînait avec du beau monde, quoi. Avec qui il écrit des revenus littéraires au lycée, dont l'interrevue artistique et littéraire qu'Antoine Compagnon a retrouvé et qui contiendrait la trace des premiers écrits publiés de Proust. Putain, il avait déjà des écrits littéraires en quelle année? Je sais pas si c'est en 84, sachant qu'il il est né en 71-84. Donc il avait 13 ans. C'est jeune. Bravo Proust. Le premier amour d'enfance et d'adolescence de l'écrivain est Marie de Bernardarki, fille d'un diplomate polonais, sujet de l'Empire russe, ok. Donc en fait, ça on a l'impression que c'est Osef, mais c'est juste qu'on le mentionne parce que ça va être dans la recherche du temps perdu, il y a clairement des références à ça. C'est la première jeune fille de Sei qu'il a tenté de retrouver plus tard et qu'il a perdue. Les premières tentatives littéraires de Proust datent des dernières années du lycée. Plus tard, en 1892, Greg fonde une petite revue avec ses anciens condisciples de Condorcet, le Bonquet, dont Proust est le contributeur le plus assidu. Commence alors sa réputation de snobisme. Et c'est à ce moment que je deviens snob. Car il est introduit dans plusieurs salons parisiens et entame son ascension mondaine. Il est un ami un peu plus tard avec Lucien Daudet, fils du romancier Alphonse Daudet, qui a 6 ans de moins que lui. L'adolescent est fasciné par le futur écrivain et ils se sont rencontrés au cours de l'année 95. Jean Lorrain, dans une chronique perfide du journal, fait une allusion à leur liaison au moins sentimentale. Proust et Lorrain s'affrontent en duel au pistolet dans les bois de Meudon, sans conséquence. Ça aussi, c'était un délire, hein, à l'époque où tu pouvais... Enfin, ils aiment trop se battre, faire des duels H24, même s'il n'y a pas trop de conséquences. Alors, je sais pas c'est quoi cette photo, mais je ship lui et lui. De gauche à droite, Robert de Flers, Marcel Proust et Lucien Daudet. Effectivement, je peux comprendre qu'il y ait eu des rumeurs entre eux. Peut-être je ship, on sait pas. Proust devance l'appel sous les drapeaux et accomplit son service militaire à Orléans et en garde un souvenir heureux. Tu m'étonnes. Il devient ami avec Robert de Billy. C'est à cette époque qu'il fait connaissance à Paris de plein de gens. Putain, il y a trop de noms. Genre, au secours, c'est que du name dropping sa vie. Et de la fiancée de celui-ci, Jeanne Pouquet, dont il devient amoureux. Il s'inspire de ses relations pour les personnages de Robert de Saint-Loup et de Gilberte. Il est aussi introduit au salon de Madame Armand de Cavaillé, à qui il reste attaché jusqu'à la fin, et qui lui fait connaître le premier écrivain célèbre de sa vie, Anatole France, modèle de Bergotte. Bergotte est un personnage du roman de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Ok. On nous donne un peu les clés de son roman à clé. Rendu à la vie civile, il suit à l'école libre des sciences politiques lire les cours d'Albert Sorel, qui le juge fort intelligent lors de son oral de sortie. Il sort de l'école en 1890 à la section de la section diplomatique non diplômée. Mais pourquoi? Est-ce qu'il a raté? Est-ce que... On sait pas. Il propose à son père de passer les concours diplomatiques ou celui de l'école des Chartres,
plutôt attiré par la seconde solution. Alors l'école des chartes, je suis pas sûr de ce que c'est, surtout à l'époque. Une grande école française spécialisée dans la formation en sciences auxiliaires de l'histoire. Donc pour entrer dans la fonction publique globalement. Ok. Plutôt attiré par la seconde solution, il écrit au bibliothécaire du Sénat et décide dans un premier temps de s'inscrire en licence à la Sorbonne. J'avoue, des fois je suis un peu jaloux de ces gens qui vivent des vies où ils ont pas ce souci d'argent et juste ils vont faire des études et écrire des bouquins, quoi. Est-ce que c'est un peu ma vie de rêve? Peut-être. On sait pas. S'inscrire en licence à la Sorbonne où il suit les conférences de Bergson. Allez. Son cousin par alliance, au mariage duquel il est garçon d'honneur et dont l'influence sur son œuvre a été parfois jugée important. Ce dont Proust s'est toujours défendu. Très bien. Il obtient une licence de droit puis une licence S-lettres en philosophie en mars 1895. En 1886, il publie Les plaisirs et les jouirs, un recueil de poèmes en prose. Mais c'est ce que je disais, hein. Le style de Proust, c'est vraiment du poème en prose. C'est pas du tout étonnant qu'il publie du poème en prose, quoi. S'il y a un auteur de roman que tu vois faire du poème en prose, c'est vraiment Proust, quoi. Portrait et nouvelles dans un style de fin du siècle. Nanana. Il y a encore 1000 noms. C'est également chez Madeleine Lemaire, donc un salon qu'il fréquente, que Proust, qui a 23 ans, et Reynaldo Hahn, qui vient d'avoir 20 ans, passe une partie de l'été 1894. Alors, je sais pas c'est qui Reynaldo Hahn, j'espère qu'il a une importance dans la vie de Proust, sinon pourquoi lui dire. Alors, son livre Les plaisirs et les jours passe à peu près inaperçu, la critique l'accueille avec sévérité, comme d'habitude, notamment l'écrivain Jean Lorrain, réputé pour la férocité de ses jugements. Mais est-ce que Jean Lorrain, c'est pas le mec avec qui il s'est littéralement battu, enfin, qu'ils ont fait un duel, forcément qu'il va pas être en mode c'est incroyable ce que t'écris, quoi. Il en dit tant de mal qu'il se retrouve au petit matin sur un pistolet à la main. Face à lui également un pistolet à la main, Marcel Proust. Putain, ils ont fait genre 2 duels, quoi. Ils s'en voulaient. Tout se termine sans blessure mais non sans tristesse pour l'auteur débutant. Ce livre voit à Proust une réputation de mondain dilettante qui ne se décide qu'après la publication des premiers tomes de La recherche du temps perdu. Ok, donc en gros son premier livre, ça marche pas de ouf et on trouve qu'il se la pète. Enfin, qu'il est snob, pour reprendre les termes qui ont été utilisés par les auteurs eux-mêmes. Réaction de Jean Sottel. Ok, la fortune familiale lui assure une existence facile et lui permet de fréquenter les salons de la grande bourgeoisie, ce qu'on disait. Il a 18 ans quand il accède au salon de Madame Strauss grâce à l'amitié de son fils, Jacques Bizet, qu'il fréquente depuis des années. Dans les lettres qu'il lui écrit, il lui déclare un amour platonique qu'il la supplie de considérer gentiment. Au cours des 5 années qui suivent, il devient un habitué de ce salon ouvert le dimanche. Il y rencontre les hommes du monde tels Charles Haas, futur modèle de Swann, ainsi que des musiciens, des peintres, des écrivains, notamment Guy de Maupassant ou Georges de Portorice. Il perçoit les limites de ce salon lors du bal donné en 1891 par la princesse de Léon, auquel Madame Strauss n'est pas invitée. Il s'est dit, ah mais en fait ce salon, c'est un salon de la basse, c'est pas un salon de la haute. Surtout l'épisode des souliers rouges en mars 1992 lui révèle la duplicité et la superficialité de ses relations mondaines. Attends, mais on sait c'est quoi les souliers rouges? Cet épisode est relaté dans La Côte de Guermantes et fait allusion à un événement dont le jeune Proust avait été témoin en 1992 alors qu'il s'apprêtait à accompagner Strauss à une balle donnée par Madeleine Lemaire. Mais c'est quoi l'épisode des souliers rouges? L'épisode des souliers rouges. Les chaussures rouges d'Oriane Proust. Les Guermantes s'apprêtent à se rendre à une soirée lorsque leur ami Soir vient déposer chez eux un objet promis à Oriane. Au cours de la brève discussion qu'ils ont, Swann annonce qu'il est gravement malade et que ses jours sont comptés. La gravité de cette nouvelle n'émeut pas le duc des Guermantes tout à la préparation de la folle soirée mondaine qu'il annonce. Ce qui le préoccupe est que sa femme aille changer ses chaussures qu'il trouve mal assorties à sa robe. Ok, Madame de Guermantes. Vous savez, nous reparlerons de cela, je ne crois pas moi de ce que vous dites, mais il faut en parler ensemble, on vous aura bêtement effrayé. Venez déchaîner le jour que vous voudrez.
Vous me direz votre jour et votre heure, ok. Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse? Vous avez gardé vos souliers noirs avec une toilette rouge, remontez vite mettre votre soulier rouge, ou bien dites au valet de pied, dites tout de suite à la femme de chambre, madame la duchesse, de descendre des souliers rouges. Ok, donc en fait c'était genre une faute de bon goût dont il a été témoin et il s'est dit ok, impossible de relate à des gens. Enfin, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est rendu compte de la superficialité des relations mondaines juste parce que elle avait pas le style. C'est trop bizarre. Il reporte alors son aspiration à côtoyer la grande aristocratie, à qui il consacre en mai 1892 lors de Chevigné. Ok, donc il se dit, Madame Strauss, elle est pas assez élevée, je vais essayer de choper lors de Chevigné, à qui il consacre en mai 1892 un portrait extrêmement flatteur. Mais il faudra plusieurs années avant que la flamboyante descendance du marquis de Sade daigne l'accepter dans son salon. Ok. Il est présenté à Montesquieu, qui était manifestement un mec qui n'avait pas le talent d'être Montesquieu, lors d'une réception donnée par Madeleine Lemaire pour fêter la sortie prochaine de son recueil de poèmes. Le chef des auteurs suaves, il le flatte abondamment, bref. En gros, il flatte tout le monde pour essayer de trouver un truc, ok, il passe le concours de bibliothèque, il fait sa vie, à partir de l'été 95, il entreprend la rédaction d'un roman qui relate la vie d'un jeune homme épris de littérature dans le Paris mondain de la fin du 19e siècle. Ok, donc en 95, globalement, début de la rédaction de La Recherche du temps perdu. Ce livre a forte... Ah non, c'est le livre qu'il a pas fini. Ce livre à forte teneur autobiographique qu'on a intitulé postement Jean Santeuil, du nom du personnage principal, reste à l'état fragment de mystery, c'est ce qu'on disait. L'influence de son homosexualité sur son œuvre semble pour sa part importante, puisque Marcel Proust sera l'un des premiers romanciers européens à traiter ouvertement de l'homosexualité masculine et féminine dans ses écrits. Plus tard, pour l'instant il n'en fait aucunement part à ses intimes, même si sa première liaison avec Reynaldo Hahn date de cette époque. Donc Reynaldo Hahn avait une importance. C'était quelqu'un, ça avait une logique. Alors, il abandonne la réaction de Jean Santeuil, ça on l'a vu, nanana. Il écrit des articles, ok. Écriture de La Recherche. La première phase de l'œuvre est posée en 1907. Pendant 15 années, Proust vit reclus dans sa chambre tapissée de liège au 2e étage. Bref, Osef. Porte fermée, Proust écrit, ne cesse de modifier et de retrancher, d'ajouter en collant sur les pages initiales les paperoles que l'imprimeur redoute. Plus de 200 personnages vivent sous sa plume, couvrant 4 générations. Après la mort de ses parents, sa santé déjà fragile se détériore davantage en raison de son asthme. Il s'épuise au travail, dort le jour et ne sort rarement que la nuit tombée. Il dîne souvent seul ou avec des amis au Ritz. Bon, monsieur ne se refuse rien, en même temps il a les thunes. Où dès 1917, il rencontre le jeune serveur suif Henri Rochard. Il le rencontre en 1917, de 1919 à 1921, il en fait son secrétaire parcicolier et lui voue une passion dévorante. Son œuvre principale, voilà. Le premier tome du côté de chez Swann est refusé chez Gallimard sur les conseils d'André Gide, malgré les efforts du prince Antoine Bibesco et de l'écrivain Louis Robert. Gide exprime ses regrets par la suite. Tu m'étonnes. En plus, genre, Gide, c'est un peu bâtard parce que du coup, c'est lui qui a écrit Les Faux Monnayeurs, qui est... Enfin, c'est aussi un auteur qui était... Je sais pas s'il était ouvertement homosexuel, mais en tout cas, il traitait ouvertement d'homosexualité dans ses romans. Et c'est un truc que, genre, on lui a un peu beaucoup reproché. Et du coup, de mettre des bâtons dans les rues d'un mec qui était à peu près pareil... Enfin, qui défendait aussi ce genre de choses... Et vivre son homosexualité, ça, il était homosexuel. Mais il était plus assumé que Proust, celui-ci. Finalement, le livre est édité à compte d'auteur chez Grasset et Proust paie des critiques pour en dire du bien. Putain, si tu disais ça aujourd'hui à quelqu'un, il a juste fait des hashtag ads, quoi. Il a pris les influenceurs de l'époque, il leur a dit, allez, faites-moi une bonne critique, quoi. Alors il perd son secrétaire et ami dans un accident d'avion. Ce deuil surmonté par l'écriture traverse certaines des pages de La Recherche. Les éditions Gallimard acceptent le 2e volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, pour lequel
Proust reçoit le prix Goncourt. Mais du coup, est-ce qu'il récupère le premier aussi ou ils se disent juste bon allez go le deuxième? C'est l'époque où il songe à entrer à l'Académie française. Ah, est-ce que lui va réussir? Est-ce que de tous les auteurs qu'on a vus, je crois qu'il y en a peut-être un, je crois que Montesquieu a réussi un truc comme ça, et que tous les autres ils se sont fait recaler. Il songe à entrer à l'Académie française où il a des amis et du soutien tels que Robert de Flène. Fort de son succès au prix Goncourt, il est pris à Jacques Rivière. Serait-il plutôt agréable ou désavantageux à la NRF? Plutôt avantageux ou désagréable? À quoi? Serait-il plutôt agréable ou désavantageux à la NRF? Plutôt avantageux ou désavantageux pour mes livres si je me présentais avec chance de succès? Sans cela, je ne le ferais pas à l'Académie. Il a dit... Franchement, j'ai mes chances. La réponse qu'il reçut fut suffisamment mitigée pour qu'il renonce à ce sujet. Ok, il se dit, franchement, ça vaut pas le coup. Il ne lui reste plus que 3 années à vivre et il travaille sans relâche à l'écriture des 5 livres suivants de la recherche assistée par sa gouvernante Céleste Albaret. Il meurt épuisé, emporté par une bronchite mal soignée. Son frère Robert appelle aussitôt le peintre ami Paul Césarillo pour qu'il vienne réaliser une pointe sèche sur cuivre du masque mortuaire du défunt. Ok. Je suppose que ça se faisait à cette époque et que c'était pas bizarre d'être en mode mec dépêche-toi mon frère est mort, il faut que tu fasses son masque mortuaire. Ok. Nanana. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise. Ok, ses œuvres. Donc Les plaisirs et les jours, Jean Sonntag, traduction de Ruskin et globalement à la recherche du temps perdu. Il a fait quelques pastiches. Autour de Marcel Proust, pseudo et pseudonyme. L'écrivain est également connu pour le questionnaire de Proust, en réalité un questionnaire de personnalité à la mode à la fin du 19e siècle et dont il est nullement le créateur mais auquel il répondit de façon très différente à plusieurs reprises dans sa jeunesse. Les réponses de Proust ayant été conservées, sa notoriété entraîna celle de ce type de questionnement ludique essentiellement révélateur. Attends, qu'est-ce que le questionnaire de Proust? Ok. Et on n'a rien sur son engagement politique. Genre, c'est chill quoi. Il n'y a pas grand chose. Mais attendez. J'ai envie de faire un questionnaire de Proust, moi. Questionnaire de Proust. Le questionnaire de Proust. Alors. Ah waouh. Ok, c'est assez chiant en fait. Je m'attendais à ce que ça soit un truc genre si vous avez le plus de triangles, si vous avez le plus de ronds, si vous avez le plus de carrés. Mais c'est Proust, donc bien sûr ce n'est pas ça du tout. Donc j'ai un peu la flemme de répondre à quels sont les faits historiques que je méprise le plus. Quel est le fait militaire que j'estime le plus? Quelle est la réforme que j'estime le plus? Comment j'aimerais mourir? Ma devise. C'est marrant, on dirait un peu... Rien à voir, mais on dirait un peu les questions qu'on te pose dans Animal Crossing Wild World, celui sur DS, genre pour savoir si t'es une fille ou un garçon au début du jeu. Ok. Bon, Marcel Proust, engagement politique. Alors, bah c'est vrai qu'on a vu qu'ils étaient engagés pour Dreyfus. L'affaire Dreyfus, ok. Développement, il parle de génocide arménien. Il est sensible aux discriminations. Il y a toute une dimension existentielle de la mort chez Proust qui est pour lui une sorte d'illusion du moi, mais son œuvre montre aussi que les relations intimes sont à relier à la violence sociale, et ajouterait Juvénal. Non, franchement, il a l'air d'être ok, ça va. Ok, physiquement, Proust, il est comment? Tac, d'accord. Marcel, après il s'appelle Marcel, ça c'est un peu tu l'amour. Hein. Marcel Proust.
Quelle pose de PG. Mais en vrai, je pense que la moustache le dessert. Mais ça va, hein, vraiment, par rapport aux autres. Là, quand il est jeune et tout... Bon, là, on dirait un vampire, mais il est plutôt mimes, quoi. C'est ok. Non, il est ok. Il est très ok. Je pense qu'il va aller dans... C'est bien. Parce que style d'écriture exceptionnel, politique, ça va. Physiquement, c'est ok. Il va être entre Molière et Dumas. Voilà. Ça y est, c'est acté. Ok, bon, on en a fait que 2 aujourd'hui et je pense qu'on va s'arrêter là parce que pour un premier retour, bah, c'était déjà pas mal.